Get there better warning, which makes me know where we the line was left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. Merci de votre fidélité à ce magazine du matin. Bienvenue dans Quinqueliba, jeudi, avant-dernier numéro de cette semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin également pour accompagner votre routine en plateau. Ce matin, vous retrouverez le coach Tandara comme tous les jeudis sur Quinqueliba. Avec lui, nous parlons gym. Amadou sera également en plateau avec nous aujourd'hui, chronique consacrée high-tech. Et puis, nos invités qui nous accompagneront, notre invité plutôt, qui nous accompagnera jusqu'à 8h, c'est Alioune Badara-Kane qui vous présentera son profil. À retrouver également dans cette émission nos capsules habituelles, notamment le bulletin météo avec nos partenaires de la NACIM et le bulletin d'info à suivre également avant 7h30. Vos réactions, commentaires et questions nous intéressent également et vous pouvez nous les envoyer sur nos différentes plateformes digitales, page Facebook RTS1, page Facebook Quinqueliba ou sur YouTube également puisque nous sommes en direct et je voudrais encore ce matin vous remercier de votre fidélité renouvelée à cette émission. Je fais le tour maintenant pour retrouver l'équipe du jour. Je commence bien sûr par le coach Tandara que j'accueille maintenant pour un aperçu du sujet qu'il abordera en plateau ce jeudi 23 juin 2022. Et puis, si vous êtes né un 23 juin, eh bien, je voudrais tout simplement en profiter pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Bonjour coach, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, bien réveillé ce matin? Oui, ça va, ça va. Des exercices? Non, j'avoue que franchement... On se rattrapera après. Alors, cet après-midi, Inch'Allah. Parfait. Cet après-midi, ça va se faire avec beaucoup de... natation. Ah bah c'est bien. Aujourd'hui, c'est la natation. Sport complet. Alors, ton sujet du jour, coach? Alors, c'est le renforcement musculaire. Ça doit être une constante, que ce soit les athlètes de haut niveau, les athlètes moyens, mais aussi les sportifs du dimanche, puisque au fur et à mesure que la saison avance, on perd un tout petit peu quelque chose. Et donc, ça va vous rendre encore beaucoup plus mobile pour le corps. Vous avez un corps assez tonique, mais vous avez aussi un corps assez fonctionnel. Je crois que ça, c'est les maîtres mots. Alors, bien. Tout à l'heure, on va développer. Je te laisse t'installer, coach. Amadou, merci. Tu me rejoins maintenant au plateau. Petit aperçu également de ton sujet de ce jeudi matin. Ça va? Bien réveillé aussi? Oui, aujourd'hui, oui. La semaine dernière, c'était un peu, il y a juste que je me suis rasé, je me suis coiffé, c'est tout. Ah, c'était ça la différence? La semaine passée, j'étais beaucoup plus négligé, j'avoue. Le look négligé, c'est pas bon, ça? C'est jamais bon. Allez, sujet de ce matin. Alors, de sujet, nous allons parler d'abord d'un secteur en ébullition qui a un futur radieux. Il s'agit du secteur low-code, no-code. C'est ces outils informatiques qui permettent de créer des applications, des sites web ou d'automatiser des tâches. Vous allez voir, c'est super intéressant et ça a le vent en poupe. En deuxième sujet, nous allons parler d'une arnaque, les escroqueries aux faux vies, aux faux ordres de virement, quelque chose de très intéressant, qui était un petit peu méconnu en Afrique, mais voilà, qui commence un peu on commence à découvrir avec tout ce qui est télétravail, tout ce qui est un peu dématérialisation des process. Voilà, on va découvrir tout cela ensemble. Je te laisse le mettre de l'autre côté? C'est ça. Parfait. Alioune qui me rejoint maintenant avec notre invité de ce matin. Eh bien, c'est Alioune qui installera notre invité et qui servira le Quinqueliba, comme tous les matins d'ailleurs, dans cette émission. Bonjour Alioune. Oui, bonjour. Ça va, bien réveillé aussi? Oui, ça va. J'ai l'occasion de faire ça. Rejoignez-nous en plateau. C'est Alioune qui nous installe. Et puis, on enchaîne tout de suite avec le bulletin météo de ce matin. On va découvrir s'il va pleuvoir au cours de cette journée, les températures qu'il fera à Dakar, mais pas que, dans nos différentes régions également. C'est avec nos partenaires de la NACIM. Et juste après, on vous retrouve en plateau pour la suite du magazine. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. La Banque Agricole LBA vous offre le bulletin météo du jour. La Banque Agricole, experte et ouverte. Bonjour et bienvenue dans votre émission matinale de Quinqueliba. L'actualité météorologique de la journée du jeudi restera marquée par ces orages et pluies qui sont attendus sur la quasi-totalité du territoire. La chaleur qui sera ressentie au nord et dans les localités est du pays. Point de vue imagerie satellitale, on voit bien qu'on aura des masses nuageuses qui vont quitter le Mali voisin et intéresser le pays, et surtout dans les localités centre et sud du pays. Pour les perspectives au courant de la journée du jeudi, donc un ciel qui restera chaotique avec des orages et pluies qui sont attendus dans les localités sud-centre. Ces orages pourraient évoluer vers l'ouest du territoire et occasionner des pluies faibles
à modérée sur l'axe Mbour-Dakar à l'envers Thiès. Point de vue température, on notera que la température la plus basse sera enregistrée à Kédougou en raison des précipitations prévues avec 28 degrés attendus. Sur le reste du territoire, les températures dépasseront les 30 degrés avec un maxi de 44 degrés qui sera enregistré à Podor. Donc, chers téléspectateurs, nous retiendrons un temps chaotique avec des orages et pluies attendus au courant de la journée, avec toujours un temps qui restera chaud dans les localités nord. À Kédougou, donc avec l'effet des pluies, donc les températures connaîtront une légère baisse avec 28 degrés attendus. C'était tout pour cette page météorologique. Nous vous donnons rendez-vous jusqu'à demain. La Banque agricole LBA vous a offert le bulletin météo du jour. La Banque agricole, experte et ouverte. Il est 6h36. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Notre chargée de prod, Cérine Mordia, a laissé son téléphone sur le plateau. Et si je lui dis de venir le chercher maintenant, il ne viendra pas parce qu'il ne veut pas qu'on l'aperçoive. Alors, Mor, comment on fait pour gérer le reste de l'émission si j'ai ton téléphone avec moi? Tu viens ou tu viens pas? Tu viens pas. Je regarde le téléphone durant toute l'émission, alors, à Lyon. L'occasion de bien regarder, de bien noter pour après rendre compte à Madame Ndiaye. Ah oui, c'est vrai en plus, parce que c'est déverrouillé, je peux voir tous les messages. C'est une bonne idée, mon cher. Ah, ouais, hein. En tout dans cas, le cadre de la solidarité féminine, quoi. Hein. Oui, mais je ne sais pas si notre invité serait d'accord avec toi. Bon, je te laisse d'abord la présenter à nos téléspectateurs. Alors, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame qui se bat beaucoup, en tout cas, pour une meilleure prise en charge des orphelins, des veuves et des enfants vulnérables. Je veux citer donc Madame Khadi Ndaw Silla. Elle est là en sa qualité, d'abord, donc, de présidente de l'Association nationale en soutien aux orphelins, enfants vulnérables et aux veuves. Le prétexte reste donc cette journée qui leur est consacrée. Ce sera célébré aujourd'hui même. Et donc, on donne le ton sur le plateau de Kenkeliba. Et dans cette initiative, elle est accompagnée donc par le mouvement RAMP que dirige notre ami, l'ami de Kenkeliba, donc le DG Hamadi Dien. Et donc, qui a bien voulu véritablement donc, jouer de son entre-gens pour que madame soit sur le plateau pour parler véritablement de cette activité si importante parce qu'il est question donc d'être au chevet de cette couche si vulnérable. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais quand même, elles ne seront jamais suffisantes pour qu'ils soient beaucoup plus épanouis, ces personnes-là. Alors donc, on reviendra sur l'action qu'elle mène avec le mouvement RAMP, parce que aussi c'est une action en tout cas qu'elle maîtrise fort bien, parce qu'il faut rappeler, elle est travailleuse sociale, spécialiste donc de la protection des enfants. Donc c'est un sujet qu'elle maîtrise fort bien. Et avec Madame Silla, donc, on reviendra sur toutes les actions qu'il mène à travers le territoire national. Khadi Ndaw Silla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Plaisir, partage. On doit fouiller les téléphones pour voir les messages des hommes ou pas? Non, non, pas du tout. C'est personnel. C'est personnel. On ne regarde pas. Tout à fait. Bon, Amadou, tiens, tu peux rendre le téléphone à Mor alors. Je vais être gentil ce matin et faire comme vous dites. Pourquoi on ne doit pas regarder? Quelqu'un disait que c'est comme éplucher des oignons. Hein. On pleure tout seul sans même s'en rendre compte. Mais le coach Tandara, je sais que dans son téléphone, c'est bon, il n'y a rien. Coach? Rien. Non, rien. Rien de suspect. Rien. Rien de suspect. Rien de rien. Rien de suspect. Amadou? Suspect ou pas? C'est une question. Oui, oui, c'est une question. Elle est valable. Rien de suspect. Rien de suspect. À Lyon? Non, rien de suspect, sauf qu'il y a ce qu'on appelle un peu l'obligation. Il y a des obligations professionnelles quand même. Il y a des secrets que je dois être le seul à pouvoir garder. C'est vraiment dans le cadre du travail, quoi. C'est voilà, pour être beaucoup plus en phase avec les règles éthiques et déontologiques qui régissent le métier de journaliste. C'est juste ça. Hein? Je t'adore. Mais sinon, il n'y a rien à... Comment ça se complique? Je t'adore, mon Rien cher à trouver ami. dans ce Il est téléphone-là. 6h40. Avant de passer à
la gym avec le coach Tandara. Coach, le sujet et l'actualité du moment, c'est bien sûr le transfert de Sadio Mané. Bien sûr, il va jouer pour 3 ans au Bayern, c'est fait, il l'a signé. On a vu les images hier, il était en conférence de presse. Je reviendrai sur quelques phrases qu'il a eu l'occasion de dire parce qu'il a dit lui-même, il a envie de gagner d'autres titres. C'est pourquoi il est là, d'autres challenges également. Comment est-ce que tu analyses tout ça, coach Tandara? Bon, mais là, c'est vrai que c'est quelqu'un de très ambitieux. Il a toujours faim, Sadio Mané. Et donc, gagner des trophées, c'est vrai qu'il en a beaucoup gagné, mais encore une fois, un grand champion, encore une fois, il faut le dire, on a toujours faim, il ne s'est pas encore rassasié. Il faudra continuer et je pense qu'il a les moyens, il a aussi les possibilités, en tout cas, de nous étonner encore une fois. Et je pense qu'avec le Bayern Munich, c'est vrai que moi, je pensais beaucoup au Paris Saint-Germain, évidemment pour Sadio Mané. Plus pour le challenge ou pourquoi? Oui, le challenge, mais là, c'est un bon choix. C'est un bon choix, surtout pour le Bayern de Munich. Je crois que là-bas, en tout cas, c'est un challenge. Il faut le laisser avec son challenge. Et je suis persuadé qu'il sera à la hauteur dans la mesure où c'est un joueur, un attaquant d'espace et de surface. Et je pense que ça sied parfaitement avec le style du Bayern de Munich. Mais quand on connaît la suprématie justement du Bayern de Munich dans le championnat allemand de ce côté-là, est-ce qu'il y a véritablement un challenge? Peut-être pour la Ligue des Champions, mais le Bayern s'est imposé durant toutes ces dernières années dans le championnat allemand. On a l'impression que le trophée, dès que le championnat démarre, c'est pour eux. Oui, mais sauf qu'en Ligue des Champions, le Bayern est irrégulier. Je pense que le Bayern est taillé pour toujours être dans le carré d'as de la Ligue des Champions. Et ces dernières années, à chaque fois, donc, il y a eu un flop en fin de saison pour le Bayern. Le Bayern n'est pas taillé pour gagner le championnat. Ce n'est pas un grand challenge pour ce grand club. Je pense que le challenge ultime pour le Bayern et pour tout grand joueur débarquant dans ce vestiaire-là, de légende aussi, parce que de grands joueurs ont porté cette tunique-là, c'est de gagner, en tout cas d'être dans les meilleurs. Donc dans le carré d'as de la Ligue des Champions. Je pense qu'à ce niveau, c'est là où le Bayern et ses supporters attendent Sadio Mané parce qu'il peut leur faire un bond. Et c'est ce qu'il a su faire à Liverpool. Parce qu'avant son arrivée, Liverpool était resté longtemps en disette. Liverpool n'avait plus gagné le championnat et ce depuis 29 ans. Il a fallu donc vraiment la touche Sadio Mané. Plus bien sûr, il faut le dire aussi, rendre à César ce qui appartient à César, Salah et les autres, pour que Liverpool puisse gagner. Mais Sadio Mané quand même a posé de tout son poids pour que Liverpool puisse redevenir un grand d'Europe, un grand du championnat anglais. Donc je pense qu'à ce niveau, quand même, les attentes sont légitimes et il peut apporter quelque chose. On connaît tous la mentalité de Sadio Mané. C'est un mec qui a un mental d'acier, qui n'a pas de doute et qui ne doute pas sur un terrain. Et je pense qu'il a une faculté extraordinaire. C'est-à-dire il s'adapte très vite. C'est vrai. Sadio Mané, il est passé dans le championnat français en 2e division à Metz. Il a éclaboussé le championnat de son talent. Et il a eu un transfert après à Salzbourg. Salzbourg aussi, il a été l'une des vedettes de ce club. Après un transfert aussi à Southampton. D'aucuns disaient que ça allait être très compliqué pour lui de s'adapter, de s'habituer donc aux rigueurs du championnat anglais. Il a su s'imposer au bout de 2 ans. Il est pratiquement à la tête d'affiche de Southampton. Absolument. Avant ce transfert record à l'époque pour lui, pour Liverpool, il saura aussi s'imposer. Moi, j'avais peur à l'époque quand il signait à Liverpool. Je me disais là, c'est un challenge assez haut pour Sadio Mané. Il a su relever le défi au point d'être pratiquement le meilleur buteur de Liverpool. Je pense que les chiffres, en tout cas, sont là. Elles sont froides. Ils sont froids plutôt. Sadio Mané, c'est le meilleur buteur de Liverpool. Si vous prenez en fait le nombre de buts qu'il a marqué sans avoir eu à recourir aux balles arrêtées, c'est le meilleur buteur de Liverpool sur les 2 saisons passées. Malheureusement, il a été peu vendu par Liverpool. Dans leur plan de communication, c'est Salah qui a été beaucoup plus mis en avant. Sadio Mané toujours en retrait. Même en tout cas sur les distinctions individuelles, à chaque fois qu'il se battait avec un autre concurrent d'un autre club, vous entendiez en fait le discours de Liverpool. Liverpool ne pesait pas de tout son poids, en tout cas pour que Sadio Mané puisse avoir au moins la faveur des suffrages. Donc à ce niveau, je pense qu'il ne va pas le dire, il ne le dira jamais. Il le dira jamais parce que c'est un joueur professionnel, c'est un garçon très humble, introverti. Il ne va pas le dire, il ne va pas s'attaquer à son ancien club. Mais comme Liverpool n'a pas joué franc jeu quand même sur certaines de ses décisions. Par exemple, cette déclaration malheureuse de Klopp quand il y a eu cette rivalité avec Salah, alors qu'on sait tous que Sadio Mané quand même était bien parti, mieux parti que Salah pour gagner le Ballon d'Or. Quel a été le discours de Klopp? C'est d'encenser Salah qui n'a rien gagné devant Sadio Mané. Parce qu'ici en Afrique, Salah a perdu 2 fois face à Sadio Mané, mais à chaque fois, c'est Salah qui a été mis en avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un défi pour Sadio Mané de montrer qu'il est le numéro 1, en tout cas, sur le continent africain. Et je ne doute pas de sa réussite, en tout cas, au Bayern. Et Jürgen Klopp qui disait que Sadio lui manquerait, c'est ce qu'il a dit. Comment est-ce que vous...
C'est clair. Par rapport aux résultats et aux performances de Sadio, c'est une évidence qu'il va manquer à l'équipe, qui va rester quand même une très grande équipe. Mais cette question par rapport au challenge que représente le Bayern, je pense que le Bayern, oui, je pense que c'est en fait c'est une question péjorative et rabaissante pour le Bayern, qui est quand même un très grand club. Si vous regardez bien, c'est une question qui est venue très récemment avec le commentaire de Saunders, et c'est compréhensible. Je pense que même s'il est une ancienne gloire de Liverpool, face à Sadio Mané, c'est pas véritablement une gloire. C'est pas lui qui va expliquer, voilà, si Sadio va plomber son avenir en allant au Bayern de Munich. Et ce serait la même chose qu'on pourrait dire peut-être au PSG. Je pense que ce qui est important, c'est l'avenir de notre Sadio Mané. Ici, en Afrique, pour moi, le Bayern a fait un grand coup. Parce que c'est sûr que tous ces supporters qui regardaient Liverpool juste à cause de Sadio Mané vont migrer, moi y compris. C'est l'Afrique dans son entièreté. Hein. Si on regarde bien ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on sait. Sadio Mané, je pense que c'est certainement l'un des seuls joueurs qui n'a absolument pas d'ennemis, on ne le dénigre jamais. Et toutes ces personnes-là vont migrer, vont regarder aujourd'hui la Bundesliga. Et je pense que c'est un très grand coup, au-delà du trio qui va être formé par Gnabry, Mané et Sané. Ça va être une folie. Ça va être une folie. Maintenant, pour Liverpool, effectivement, Sadio va lui manquer. Je pense que c'est une évidence. Il a dit, Sadio, lui-même, que toute sa vie était un défi. Et c'est vrai, quand on voit son parcours, et véritablement, il y a eu énormément d'obstacles à franchir. Et c'est pourquoi, moi, je dis que la vie de ce garçon doit inspirer tout le monde, finalement. On peut partir de rien, de très loin, et se réaliser ses rêves les plus fous. Vous imaginez, on ne parlait même pas de Bambali. Il y a beaucoup qui ne savaient même pas où se trouvait Bambali. Avant que ce jeune garçon, cette pépite, n'arrive et ne brille. Aujourd'hui, tout le monde sait où se trouve Bambali grâce à Sadio Mané, et qui ne cesse d'ailleurs d'investir à Bambali. J'aimerais avoir un commentaire sur le sujet avec notre invité de ce matin, Khadine Daoussila. Sadio Mané, pour vous, c'est c'est un succès. Et en tout cas, peut-être je dirais un espoir qui a été tant rêvé par les jeunes fans de sport, par une nation, et qui se réalise. Absolument. Par la personne de Sadio Mané. Absolument. Surtout qu'il nous a ramené le trophée à la maison, hein, c'est ça. On en a tous rêvé, et c'est lui qui l'a fait pour nous. Allez, 6h47, merci. Coach, on peut refermer la parenthèse? Oui. Ou tu veux rajouter quelque chose, c'est bon? Bon, et j'ai dit, le défi, on attend. Mais je suis persuadé, je suis à peu près sûr qu'en tout cas, il va un peu révolutionner. C'est vrai que même s'il y avait un certain Lewandowski, mais je pense qu'on verra beaucoup plus un Sadio Mané, puisque beaucoup plus percutant. Alors quand vous avez un avant-centre de surface, un avant-centre aussi d'espace, moi j'ai dit encore une fois, il faudra s'attendre à des miracles. Moi je m'attends à ça. Et c'est tout ce qu'on souhaite à notre Sadio Mané, de continuer à briller au Bayern également. Dans tous les cas, on le suivra et on continuera à le supporter, bien sûr. Allez, on va passer à la chronique du coach Tandakha, la gym, juste après ceci. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way, the Lord. Il est 6h48. Ce matin, on parle de renforcement musculaire avec le coach Tandakha, c'est le sujet du jour. Alors, qu'est-ce qui fait que le sportif ou les sportifs ont régulièrement besoin, coach, de se renforcer musculairement? Oui, puisque ça doit être une constante pour les sportifs de haut niveau qui préparent de grandes compétitions, mais aussi pour les autres sportifs, que ce soit les amateurs et les autres. Vous savez, au fur et à mesure que la saison avance, pour le sportif de haut niveau, vous perdez un peu la force. Même si vous avez une condition physique optimale, vous perdez la force. Alors, et comme la force, c'est en tout cas la puissance multipliée par la vitesse, il faut constamment chercher ça, ce renforcement musculaire. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, en tout cas, dans les grandes équipes nationales, je prends par exemple le football, en dehors même de l'entraînement spécifique sur le terrain, vous avez aussi cet entraînement de renforcement musculaire dans les salles de musculation. Alors ceci va en tout cas solidifier surtout le corps,
vous avez les muscles à renforcer, vous avez les tendons et vous avez aussi les articulations. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment une constante. C'est surtout pour soigner la posture, en tout cas, du sportif. Très bien. On regarde l'élément que tu nous proposes Ah oui, ce matin, je vous propose quelques éléments avec le coach Ngom. Justement, c'est quelques exercices et après, il y en a d'autres. Hein. Très bien. Allez, le coach Ngom. Salut à toutes et à tous. Bonjour le plateau du jeudi, comme on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, le sujet va porter sur les renforcements musculaires. Leur importance et tout, coach Tandakha vous le dictera. Donc, et nous allons vous juste livrer les démonstrations. Mais retenez que les renforcements musculaires sont essentiels dans n'importe quel sport que vous faites. En vérité, c'est l'une des composantes de la performance. Donc, si vous voulez aussi, après l'endurance qui est la qualité mère, c'est la résistance. Et quand on parle de résistance, la force vient après. Donc, la force, quand vous ne l'utilisez pas, vous la perdez. Que vous soyez le sportif du dimanche ou bien le sportif régulier ou plus avancé compétition, de toute façon, vous devez obligatoirement vous renforcer et à travers les mouvements, que ce soit avec votre propre poids du corps ou bien avec des charges, mais n'importe lesquels, il faut renforcer pour avoir le. Allez, voilà donc quelques démonstrations en salle avec le coach Ngom et toute son équipe. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier encore une fois pour la fidélité dans cette capsule. Alors, en dehors de ces exercices, coach Tandakha, que nous venons bien sûr de voir avec le coach Ngom, je disais tout à l'heure, et le reste de l'équipe aussi, est-ce qu'il y a d'autres exercices qui permettent justement de travailler les muscles? Ah oui, il y a toute une gamme d'exercices. C'est pas seulement les poids et les haltères, mais il y a aussi que ce soit la musculation isométrique, que ce soit la musculation isotonique, mais aussi il faut y ajouter le poids du corps, puisque là également c'est important. Si on n'a aucun matériel, le poids du corps peut faire ce renforcement des muscles. Alors il faut dire également qu'il y a des exercices très connus, comme par exemple les fentes, que ce soit avant ou arrière, que ce soit fente bulgare, que ce soit fente sarpé. Il y a aussi ce qu'on appelle les burpees, puisque c'est les pompes également, qui jouent un rôle très important là-dessus. Et vous avez toute autre gamme, puisqu'il y a vraiment des exercices qui ne se font pas avec les poids et haltères, mais qui se font avec simplement le poids du corps. Alors justement, en ce qui concerne le renforcement musculaire, bon, Amadou, je sais un peu déjà ce qu'il fait, développer, coucher, soulever un peu les poids, les haltères et tout ça, non? C'est ça, non? En salle, pas toujours, pas seulement ça. Non. Je ne suis pas dans le culturisme, c'est du tout. Tu n'es pas dans le culturisme? Ouais, c'est du tout. C'est du football, beaucoup de travail des membres inférieurs aussi. Il se trouve juste que voilà, lorsqu'on fait du développé couché, on a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de développer cette partie du corps-là qu'autre chose. D'accord? Par exemple, avec Alain Barré, il est clair qu'il ne fait aucun effort sur ça. Oui, ça se voit. Ça se voit. On aurait vu ça. Oui, mais c'est pas une question de corpulence aussi, parce que quand je vois juste derrière, il y a Mamcher qui est là, qui est assez frêle, mais on sent quand même qu'il travaille énormément ses muscles. Ah oui, c'est vrai, ça se sent, ça se voit à l'œil nu. On sent que c'est quelqu'un, en tout cas, qui travaille un tout petit peu. Sur le plan musculaire, c'est vrai que... Mais donc, à Lyon, c'est niveau zéro, alors. Mais là, quand on regarde un peu sa posture, on sent tout de même que c'est quelqu'un qui travaille. Évidemment, c'est pas comme les Cheikh Diassé avec les aponevroses. Mais là, on sent que c'est un Mamcher. Il y a quand même, on sent qu'il y a du volume qui commence à se développer. Et s'il continue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est assurément sur une bonne voie. Et s'il veut, en tout cas, gonfler un tout peu les muscles, eh bien, il n'a qu'à se rapprocher du coach Ngom un peu à la salle. Et ça va aller comme sur des roulettes. Oui.
Le jeune Mamcher qui fait partie de l'équipe des cadreurs aujourd'hui. S'il avait porté le bon maillot, on aurait peut-être pu l'inviter sur le plateau. Mais là, je ne vais pas offenser nos téléspectateurs. On lui demande de venir sur le plateau. Est-ce que j'ai la permission de montrer ou pas Mahfouz Diop? Non, du tout. Il ne faut pas offenser nos téléspectateurs. Mamcher, tu nous montres un peu tes muscles comme ça. On va voir. Pas le bon maillot. Excusez-nous, cher public, sans excuse auprès de vous. C'est pas plus mal. Pour les femmes aussi, renforcement musculaire, ça peut se faire, coach Tandara. Ah oui, du côté des hommes comme du côté des femmes, même si peut-être certaines femmes sont vraiment comme nos filles, qui sont vraiment trop féministes, par exemple, par rapport à des filles comme des athlètes du Congo. Si vous prenez une Maria Mutola, par exemple, alors là, c'est vrai qu'on va plutôt penser à ces hormones au masculin. Mais ça fait du bien. Alors l'essentiel, en tout cas, pour moi, l'essentiel, que ce soit une femme musclée ou pas, moi, qu'importe, l'essentiel, c'est d'avoir une très bonne santé. Moi, je mets au-devant la santé. Que ce soit une femme avec des muscles bosselés, moi, je dis, je m'en passe, il n'y a aucun problème pour moi. Merci, coach. Je ne vais pas commenter le sujet sur cet aspect. Je ferme la parenthèse. On va parler plutôt des enfants et des adolescents aussi. Parce que de ce côté, on sait qu'il y a des parents qui mettent très tôt les enfants à la musculation, coach Tandara. Est-ce qu'il ne faut pas s'entourer de certaines garanties? Et comment doit se faire le renforcement musculaire chez les jeunes et les adolescents? Ah oui, mais pour cette population juvénile, ça peut poser des problèmes de croissance avec les petits-enfants. Alors, il ne faut jamais faire la musculation proprement dite aux enfants avant l'âge de 15 ans, 16 ans. Parce que sinon, ça va provoquer ce qu'on appelle, par exemple, une fracture de fatigue prématurée. Vous avez des déchirures et ceci peut entraver la carrière d'un jeune champion. En tout cas, pour les petits-enfants, cette couche juvénile, il serait préférable de faire ce qu'on appelle des exercices avec des ateliers beaucoup plus ludiques que ça, mais pas de musculation à proprement parler. C'est ça. Puisque ceci va poser problème, et surtout pour la suite de leur carrière. Moi, j'aurais préféré des exercices avec beaucoup d'ateliers, et pour le renforcement des enfants, c'est surtout des ateliers ludiques. Et je crois que c'est bien ça. C'est pas la peine d'insister pour qu'ils aient des muscles bosselés, ça c'est pas bien. C'est un problème de croissance, puisque l'ossification, vous savez, vous avez encore l'ossification à l'âge de l'adolescent. Et donc là, quand vous quittez la période de la puberté, vous prenez quelqu'un, par exemple, un champion en devenir, et tout de suite, vous le plongez dans la musculation. Mais écoutez, ça peut complètement hypothéquer sa carrière. Donc voilà pourquoi on demande, en tout cas pour cette couche d'athlètes, de faire beaucoup d'endurance, et surtout l'endurance. Et même la vitesse, souvent, on interdit. Il faut commencer d'abord par l'endurance, le développement cardiovasculaire d'abord de l'individu, avant de penser justement à ces exercices peut-être qui seront beaucoup plus violents pour le garçon, et ceci va complètement gâcher la carrière de l'individu. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ces exercices ludiques, c'est des renforcements musculaires. C'est vrai que c'est amusant, mais aussi ça travaille musculairement. Et ça, alors voyez-vous, 2 ans. Ah oui, c'est vrai, et elle est déjà dans une posture, en tout cas, c'est en tout cas des exercices qu'il faut en tout cas adapter, surtout au niveau des enfants. Alors ici, c'est vrai qu'on est en train de passer à un exercice qui s'appelle... alors j'ai un peu oublié, c'est pas grave, ça mais va en tout cas, c'est une sorte de séance d'escalade. De la séance d'escalade, encore, ça joue l'éveil, sur l'éveil des enfants. C'est une excellente chose. Et moi, j'ai dit, en tout cas, je souscris pour des exercices assez ludiques quand même pour les enfants avec des ateliers. Oui, parce qu'on dit souvent que pour faire de grands athlètes, autant pour moi, il faut commencer tôt, mais il faut savoir adapter justement ces exercices parce que, coach, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a aussi des problèmes de croissance qui se posent chez les enfants. Amadou? Oui, tout à fait. Et c'est bien que tu l'aies souligné. Sur le net, on voit ce genre de vidéos. Beaucoup de jeunes. Très très jeunes. Mais est-ce que les parents, excuse-moi de te couper, n'exploitent pas ça aussi pour faire un peu de buzz ou s'attirer des sponsors et de l'argent? Ce jeune Turc qu'on a vu tout à l'heure, un garçon, a eu très tôt un compte Instagram, Facebook, où il a toute une fanbase qui génère de l'argent forcément. Et oui, ça peut être
un peu de commerce d'une certaine façon pour ces parents-là. Et c'est dommage, comme l'a dit coach, parce que ça peut hypothéquer leur carrière. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de visibilité derrière, mais les exercices parfois ne sont pas adaptés. On l'a vu tout à l'heure avec beaucoup de muscles, des abdominaux bien développés. Et ce n'est pas forcément ça qui est recommandé pour un enfant. Et ils sont beaucoup sur le net, j'en suis pas mal. Et voilà, il faut un peu parler aux gens qui pourraient les regarder et vouloir répliquer ces modèles-là. Oui, surtout aux parents, parce que ça, c'est la responsabilité des parents, n'est-ce pas, Khadinda aussi là. Ça, c'est l'éducation des enfants, ça, c'est vraiment les parents qui sont concernés. Ben, les parents, l'école aussi, l'entourage, en tout cas, tout ce qui, en tout cas, transite autour de l'entourage immédiat ou bien plus ou moins immédiat de l'enfant. Donc, participe à son éducation et également à son développement personnel. Vous êtes pour des enfants qui font du sport comme ça, à ce niveau-là, avec autant de muscles? Ben, pas de la musculation en tant que telle. Je rejoins tout à fait, en tout cas, les propos du coach, parce que le sport, à cet âge, doit être adapté à l'âge, à la morphologie, également au mental de l'enfant. Également, il faudra y associer, comme c'est des enfants, des activités d'animation ludique pour que ça soit plus agréable pour eux et qu'elles aiment en tout cas à faire le sport. Je rajoute une question pour vous parce que vous êtes travailleuse sociale spécialiste de la protection des enfants. Quand on expose les enfants comme ça sur les réseaux sociaux, maintenant c'est un phénomène, hein, ça touche un peu partout, le monde entier et tous les pays. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir également la législation? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour protéger ces enfants-là, à votre avis? Ben, je pense que la législation, en tout cas de chaque pays, devrait y réfléchir et faire des propositions avec les spécialistes de la protection de l'enfant, bien sûr, comme les travailleurs sociaux et en tout cas tout le personnel qui sont formés en tout cas au développement, de l'enfant. Parce que c'est un risque d'exposer les enfants à cet âge aux réseaux sociaux. Parce qu'ils ne sont pas assez, en tout cas, aptes à considérer tous les risques qui tournent autour de ce phénomène-là. Et c'est assez dangereux sur le plan sanitaire, sur le plan du développement social et personnel de l'enfant. C'est assez risqué. En tout cas, tous les parents devraient y penser et prendre garde en tout cas à cet âge, à moins exposer les enfants à l'écran et en général aux réseaux sociaux. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il nous reste une petite minute. À qui je la consacre, coach? Alioune? Moi, je suis pour qu'on puisse initier tous les enfants à la pratique sportive. Déjà, c'est bien. Ça leur permet véritablement aussi de se détourner de temps en temps des écrans, du smartphone, qui véritablement constituent aussi aujourd'hui un réel péril pour leur santé oculaire et même mentale, parce qu'il y a des études quand même qui ont été sorties d'une très grande, des études d'une très grande portée et qui démontrent forcément, donc, fort aisément que ces écrans et autres-là constituent un danger pour ces enfants. C'est un fléau aujourd'hui mondial, quoi. Pratiquement aucun pays n'est à l'abri. Autre chose aussi, ça permet de lutter contre l'obésité, parce que si vous initiez tôt, en fait, votre enfant à la pratique sportive, forcément aussi, donc il va dépenser de l'énergie, donc brûler des calories, et donc je pense qu'il sera moins susceptible de développer une certaine obésité. L'obésité aujourd'hui est un fléau aussi mondial et on le voit même dans notre pays, le Sénégal, avec notre mode de consommation actuel. On le voit aujourd'hui avec la malbouffe des enfants de 2-3 ans, mais pratiquement qui présentent tous les signes, en tout cas, d'obésité. Et beaucoup de parents n'en sont pas conscients. Donc je suis pour cela, mais tout cela devrait se faire aussi avec l'adhésion de l'enfant. Donc il faudrait que l'enfant aussi soit d'accord, que ça soit dans un cadre ludique, comme l'a dit madame, qui est spécialiste en tout cas du sujet, parce qu'elle s'occupe un peu de ces questions-là dans le cadre de son travail. Je pense que c'est des choses à développer. Il y a des pays, par exemple, qui constituent un exemple extraordinaire. Vous prenez l'Australie. En Australie, pratiquement, c'est rare de voir un Australien qui ne pratique pas un sport, quoi. Voilà. Ce qui fait que
au moins ça réduit la facture, en tout cas au niveau de la santé publique. Vous voyez, l'Australien, bon, c'est un bel athlète souvent, que ce soit la femme ou bien l'homme. Et d'ailleurs, ils font une razzia à l'occasion des Jeux Olympiques, quoi. Je pense que ça, c'est un modèle à dupliquer. Et le Sénégal pourrait s'en inspirer. Et qu'il y ait aussi des aires de jeu, voilà, de petits terrains de foot dans les grands quartiers de Dakar. Ça commence à venir, mais souvent, c'est des initiatives privées, donc il faudrait casquer pour jouer sur ces terrains-là. Mais c'est une bonne chose quand même. Oui, encadré, bien sûr. Encadré, bien sûr, encadré. À certains niveaux, c'est beaucoup plus, comme coach l'a rappelé tout à l'heure. Ne pas trop retenir les enfants dans les appartements, quoi. Hein? Ouais, parce qu'à notre âge, on ne connaissait pas cela, on ne savait pas cela, ce qui fait que peu d'entre nous étaient obèses. Aujourd'hui, les enfants sont toujours coincés entre 4 murs avec un écran smartphone quand même carrément, et ça, c'est dangereux. Oui. Je suis d'accord qu'il faut bien sûr faire sortir ses enfants et que le sport, les activités ludiques, c'est bien, mais comme l'a rappelé coach Tandara, il faut encadrer tout ça. À un certain niveau, c'est trop et c'est pas bon pour leur développement et leur épanouissement d'ailleurs. Coach, on termine ? Surtout quand l'alimentation n'est pas bien contrôlée. Parce que là, avec les sucreries le soir, c'est vrai que là également, c'est le chemin le plus rapide pour l'obésité. Ça ouvre beaucoup de chemins aux enfants. Et donc, voilà pourquoi. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec ces appareils-là, c'est vrai, les smartphones, et les enfants, leur attention est attirée par ça. Mais je pense qu'en y associant le sport, et donc de faire un programme pour ces enfants. Alors, si je rebondis sur ce qu'a dit Alun tout à l'heure, l'Australie. Alors, l'Australien, il vous dira au minimum 10 minutes de sport par jour. 10 minutes. C'est ça, l'Australien, il vous dira au minimum 10 minutes de sport par jour, quelle que soit la discipline. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ça va lutter contre le stress, ça va lutter contre cette obésité-là qui est presque une maladie. Très bien. Merci beaucoup, coach Tandara. Et comme on est en période de vacances, pour certains enfants, eh bien, pensez-y, des activités ludiques et sportives, c'est bien, et pas forcément rester entre 4 murs tout au long de la journée à jouer avec les téléphones, les tablettes et tout ce que vous savez. Il est 7h08, on referme cette parenthèse gym, et puis on poursuit le magazine maintenant avec la première partie de la rubrique Invité. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. La journée mondiale des veuves est célébrée aujourd'hui et nous marquons l'événement avec en plateau ce matin Madame Khadi Ndao Sylla. Je rappelle que vous êtes là en tant que présidente de l'Association nationale en soutien aux orphelins, enfants vulnérables, mais également aux veuves. Une question qui nous interpelle tous quand on sait le sort qui est réservé parfois aux veuves sur notre continent quand le mari s'en va. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pratiques aussi culturelles quelque part qui constituent un frein à l'épanouissement de ces veuves-là, tant sur le plan matériel même que moral. Et c'est un vrai drame qu'elles vivent, beaucoup d'entre elles, dans nos sociétés. Et je pense que c'est bien quand même de voir de telles initiatives, parce que comme ça leur permet d'avoir un quotidien beaucoup plus agréable, et même d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'espérance, d'espoir. Je pense que c'est donc l'objectif de votre association. Et d'ailleurs, vous allez encore une fois donc célébrer ces catégories-là un peu délaissées de la population à l'occasion donc de cette journée qui leur est consacrée. Ce sera en étroite relation avec le mouvement rampant de M. Hamadi Dien. Au tout début, pourquoi vous avez décidé, madame, de vous attaquer à ce sujet alors que quand même il y a des mécanismes publics qui sont là pour une prise en charge, disons, de cette catégorie assez vulnérable donc de la population que sont les veuves, les orphelins et les enfants en situation de handicap? Au fait, je pense aujourd'hui, on est le 23 juin, comme l'a dit Sarah. Et c'est un jour particulier pour notre association, mais également pour RAMP, Renouveau Social, surtout, qui depuis beaucoup d'années soutient les orphelins et les veuves. Donc effectivement, c'est une couche très vulnérable. Et actuellement, on note à peu près 258 millions de veuves au niveau mondial. Donc, ce qui est une population qui est assez considérable. Et surtout au Sénégal, également, on en compte beaucoup au niveau national et particulièrement à Dakar, qui a une plus grande concentration de population. Et en tout cas, c'est une population qui nécessite d'être soutenue, d'être accompagnée, d'être orientée
par rapport à beaucoup de facteurs, par rapport à beaucoup de difficultés qu'elles vivent au quotidien, par rapport à la prise en charge, par rapport à l'éducation de leurs enfants, par rapport en tout cas à une prise en charge sociale, sanitaire, en tout cas beaucoup de choses qu'elles vivent. Donc ce qui nous a interpellés depuis plusieurs années, en tout cas pour pouvoir en tout cas les orienter mieux, les soutenir, mais également surtout faire un plaidoyer pour que cette couche vulnérable-là puisse être prise en charge et considérée en tout cas beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes travailleuse spéciale pour ceux qui viennent de nous prendre certainement en cours, spécialiste donc de la protection des enfants. Alors, comment vous expliqueriez, par exemple, le fait que dans nos sociétés modernes, qu'on se désintéresse de plus en plus du sort de la veuve et de l'orphelin? Je ne dirais pas qu'on se désintéresse. Voilà, de plus en plus, je veux dire. Pas totalement, mais on le constate. Parce que quand on parle de veuves et d'orphelins, c'est des situations que tout le monde vit. Oui. Donc, et qui n'épargnent personne. Et parce que la mort, comme on le dit, on le vit. Mais parfois, on s'y attend. C'est quand on s'y attend le moins qu'elle arrive. Et on voit surtout beaucoup de femmes qui sont confrontées à cette tragédie, pour ne pas trop dire, qui s'abat de manière brusque parfois et qui n'est pas en tout cas prévue. Et il y a beaucoup d'impacts négatifs sur en tout cas l'entourage de l'enfant, la veuve en elle-même, mais aussi souvent le changement de ce quotidien-là n'est pas en tout cas considéré par la famille proche, le voisinage, en tout cas certaines structures qui doivent s'occuper réellement de cette problématique-là. Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent pas de cette problématique, mais en tout cas, il y a beaucoup de difficultés que rencontre cette cible-là qui sont encore, en tout cas, qui sont encore considérables et qui ne sont pas pris en charge. Donc, raison de plus qu'on interpelle plus, en tout cas, ces institutions, tant publiques, tant privées, mais aussi les bénévoles et en tout cas tout ce qui transite autour de cette cible-là pour qu'elle puisse considérer en tout cas les difficultés, parce que ce n'est pas toutes les difficultés qu'on peut partager, qu'on peut dire. Souvent, au niveau de cette cible, parce que moi j'y travaille depuis 2009, en tant que travailleur social, en tant que spécialiste de protection de l'enfant, on voit beaucoup de familles qui, en tout cas, étaient à l'aise plus ou moins, pour dire à l'aise sénégalaisement, qui ne vivaient pas de difficultés. Et un jour, du jour au lendemain, en tout cas, le destin s'abat sur elles et les difficultés de la vie se multiplient. Et c'est difficile de le partager. Comme on dit, le sutura au Sénégal, c'est quelque chose, un système social qui est là et qu'on le vit. Et c'est pourquoi les veuves ne partagent pas toujours, pour certaines et pour la plupart, les difficultés qu'elles vivent au quotidien. C'est la raison pour laquelle certaines associations comme la nôtre, mais aussi l'association Rampe Renouveau Social, dont le président est Amadidien, en tout cas coordonnent nos efforts et nos réflexions pour pouvoir assister beaucoup plus cette population-là et qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules dans leurs difficultés, en tout cas qu'elles sentent qu'elles ont en tout cas une présence des personnes qui pensent à elles, qui considèrent leurs difficultés également. Et quand vous parlez de difficultés, vous qui écoutez généralement ces veuves et ces orphelins aussi, qu'est-ce qu'elles vous disent? On nous a chassés de chez nous, la famille ne nous accepte plus, les difficultés qu'elles ont, c'est des difficultés financières, d'autres psychologiques. Qu'est-ce qu'elles vous disent concrètement? Tout un lot de difficultés. Les difficultés sur le plan juridique, parce qu'on voit souvent des veuves qui, en tout cas, ont des problèmes au niveau de l'héritage surtout. C'est un problème assez sensible sur le plan religieux, également sur le plan social. Et en tout cas, elles ne sont pas assez orientées pour savoir quelle structure, en tout cas,
se rapprocher pour savoir qui parlait sur le plan religieux, sur le plan, en tout cas, des structures qui sont mises en place par l'État pour pouvoir résoudre ces problèmes juridiques-là. Donc, la problématique de l'héritage... C'est la principale. Elle est là. Elle est là, elle le vit et elle le partage avec nos associations, avec les personnes qui les assistent. La difficulté de l'éducation au niveau de la prise en charge de leurs enfants, surtout au niveau scolaire, elle est également pesante pour les veuves là. La prise en charge sanitaire, pour ne citer que cela. Et sans compter la stigmatisation, parce que sur le plan social également, heureusement que le Sénégal ne vit pas certaines situations, mais au niveau de certains pays... Comme en Inde, par exemple. Hein, exactement, il y a la stigmatisation. Dans des maisons presque fermées, là. Très bien, c'est ça. Donc, tout un tas de stigmatisation qui se vit. Et certaines femmes veuves au Sénégal ne sont pas épargnées, parce que le remariage, elle est assez difficile pour certains, par rapport aux enfants qui sont présents, qui sont issus d'une autre union, et en tout cas, une union qui doit se faire après le veuvage. Donc c'est toutes ces difficultés-là qu'elles vivent, et on est là aujourd'hui pour faire ce plaidoyer-là, pour discuter, partager, mais également les écouter et les mieux considérer leurs difficultés et voir des perspectives qui pourront être, après cette journée-là, prises en charge par toute cette structure-là et surtout l'État. Quel type d'accompagnement est-ce que Rampe Sociale et votre association, quel type d'accompagnement est-ce que vous apportez à ces veuves? Comment est-ce que vous les aidez dans ces situations? Donc la première, elle est d'abord la prise de contact et l'écoute. Parce que on est une structure qui tient également aux papiers administratifs qui permettent d'identifier, d'être sûr que telle personne, elle est orphelin, telle personne, elle est veuve. Donc pour cela, il y a des papiers administratifs qui sont demandés par notre association, mais également par l'association Rampe le Nouveau Social, qui permet en tout cas d'écouter, de prendre en contact, de tisser les premiers liens et voir comment est-ce qu'il faudrait accompagner au fur et à mesure la veuve et l'orphelin sur les difficultés qu'elles endurent. Alors, est-ce que vous vous appuyez aussi sur les relais communautaires, hein, sur les religieux, ceux-là qui sont au contact des populations? Parce que quand même, je pense qu'il y a des ressorts qui sont cassés. Parce que dans notre société, quand même, on accordait quand même une certaine attention particulière à la veuve et à l'orphelin. Dans beaucoup de familles, quand malheureusement la femme venait à perdre son époux, c'est peut-être un demi-frère, je ne sais pas, du mari, ou bien qui la prenait en cas d'acceptation de sa part, bien sûr. Hein. Voilà, les orphelins étaient automatiquement adoptés par leur oncle. Je pense que c'était ça un peu la pratique, en tout cas la mieux partagée, la mieux vulgarisée, en tout cas dans l'espace sénégalien. Parce que quand même, il y a le relativisme culturel. Dans d'autres pays, forcément, quand une dame perd son mari, là, elle est carrément maudite. Elle est jetée hors de la société. Tel n'est pas le cas au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui explique ce bouleversement? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux aussi de retourner vers ces relais communautaires, vers ces religieux-là? Parce que aussi, le Coran en a suffisamment parlé. Comment faire aussi pour mieux prendre en charge l'orphelin, la veuve? Il y a même peut-être des hadiths qui ont été, en tout cas, cités du prophète lui-même. Alors, ce serait bien aussi de les impliquer dans vos actions, je trouve bien. Pour que dans les sermons, dans les prêches aussi, qu'on puisse nous rappeler ces valeurs-là. Bon, oui pour les prêches et pour les serments. En tout cas, un peu plus. On aimerait que ça soit beaucoup plus, en tout cas, discuté, mis en exergue au niveau des mosquées, comme les prêches qui se font les vendredis. Oui. Mais au niveau religieux, quand même, il y en a qui sont interpellés par la situation de l'orphelin et de la veuve, parce que au niveau de l'islam, comme on est un pays qui est à 95% musulman, il y a un contexte qui est assez sensible et en tout cas qui est accordé à l'orphelin. Donc maintenant, comme
on ne fera jamais assez par rapport à cette cible. Donc on est en train de toucher beaucoup plus par rapport à la communication les cibles religieuses pour qu'elles puissent faire, en tout cas, en harmonie avec les structures qui sont l'association RAM pour Renouveau Social, et également certaines autres associations qui existent et qui prennent en charge, qui accompagnent et orientent les orphelins et les veuves, qu'elles puissent... Ok. Alors, juste sur la cérémonie d'aujourd'hui, il faudrait aussi tout faire pour qu'elle puisse, en tout cas, cette personne-là, passer une journée agréable. Qu'est-ce qui sera concocté pour elle? En résumé. Voilà. La journée aujourd'hui, elle se passe au Grand Théâtre, déjà. Donc, elle est assez spéciale parce qu'il y a une grande mobilisation, parce que la cible, elle connaît déjà cette journée-là. On est aujourd'hui à la 5e édition, donc elle se prépare actuellement pour rejoindre à 9h précises le Grand Théâtre. Et la première chose qui sera faite, c'est un récital de Coran pour permettre aux défunts de prier aux défunts pour le repos de l'âme des défunts, mais également de faire des discours, leur donner la parole à certaines associations, à certains représentants de cette frange de cette population-là, mais également aux structures étatiques, à certains ministères qui seront présents et certains guides religieux qui seront présents. Et on va en tout cas faire un fort plaidoyer aujourd'hui pour que la cause de cette cible-là puisse mieux considérée au niveau national. Merci beaucoup et félicitations pour votre abnégation, votre travail aussi de conscientisation. Je pense que ces couches-là en ont bien besoin et aussi félicitations à votre, disons, soutien dans ce projet. Donc, M. Hamadi Dieng, à qui nous souhaitons une bonne journée. Restez avec nous sur ce plateau. Et avant la fin, Inch'Allah, en guise de rappel, on reviendra encore sur les autres aspects de ce programme. 7h22, je ne sais pas si Amadou et coach avaient des interpellations ou des commentaires, non? Du tout. Une interpellation qui avait été prise en charge par notre Parfait, invité. très bien. Alors, on va poursuivre. Coach, c'est bon aussi? Oui, c'est bon. Sauf que peut-être, je sais que votre axe d'effort, c'est surtout d'aider, d'assister, de conseiller, mais vous aussi, à votre tour, avez-vous en tout cas des soutiens, puisque votre association a aussi besoin de soutien extérieur. Je ne sais pas, parce qu'il faut aussi des moyens pour ça. C'est ça. Soutien extérieur, en tout cas, on attend beaucoup plus. Au niveau national, nous, notre association ANSOV, son meilleur partenaire, son plus grand partenaire, c'est RAM pour Renouveau Social. Donc, à la personne de M. Hamadi Dieng, qui, depuis, en tout cas, 2017 plutôt, en tout cas, permet à certains veuves, après la journée, et certains orphelins, de profiter de dons qui sont assez considérables pour pouvoir, en tout cas, mieux prendre en charge le quotidien des enfants avec ces femmes-là qui sont chefs de famille monoparentale. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que cette journée-là, aujourd'hui, il y a l'État qui soutient cette journée-là, mais on aimerait beaucoup plus que certaines bénévoles puissent y participer, parce que ce n'est pas encore assez. Et aussi, au courant de cette journée-là, on fait toujours du plaidoyer, mais il est temps que cette journée-là puisse être prise en compte sur le calendrier national. Et aujourd'hui, on aimerait beaucoup plus s'appesantir sur cela, que l'action sociale, le ministère du développement communautaire et de l'équité territoriale et toutes les structures qui transitent au niveau de l'État et qui est en charge de cette population-là puissent prendre en charge cette préoccupation-là des veuves et des orphelins, que cette journée du 23 juin puisse être prise sur le calendrier national. Et on invite vraiment toutes les personnes de bonne volonté, toutes les structures de l'État à mieux s'engager, à mieux investir sur cette population-là, à mieux investir également sur cette journée-là, parce que tout ce qu'on collecte au courant de cette journée-là, elle est redistribuée aux veuves et aux orphelins. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement et surtout pour
pour le plaidoyer également ce matin. Vous avez parfaitement raison, il faut davantage soutenir ces femmes qui deviennent des chefs de famille et qui doivent prendre en charge les enfants aussi. Il y a les questions d'éducation, de santé également. Et tout ça, il faut de l'aide pour pouvoir y arriver. On souffle un peu en musique. Voici le clip du jour. La deuxième partie, ce sera le bulletin d'infos, bien sûr. Il y aura aussi la chronique high-tech avec Amadou. Et puis, la chronique archive avec Alioune Diop, que je n'ai pas annoncé ce matin. Est-ce qu'il est déjà en place, Alioune Diop, à la régie? Si, pas encore. Très bien. Allez, on y va. Voici le clip du jour, alors. Ah oui, il y avait un autre sujet, oui, qu'on me signale à la régie. Il ne faut pas que j'oublie. C'est les inondations, justement, en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important qu'on puisse s'arrêter pour en parler également, de ces intempéries-là. Vous allez voir les images, hein, pas seulement quand on parle, bien sûr, de réchauffement climatique. Eh bien, de plus en plus, on en ressent les conséquences donc de grosses pluies ces 2 derniers jours. En Côte d'Ivoire et en Mauritanie également, les prévisions météo qui prédisent un hivernage avec des pluies extrêmes commencent donc à se confirmer dans la sous-région ouest africaine. Ça veut dire qu'il va beaucoup pleuvoir, c'est déjà le cas, vous le voyez sur ces images, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Alors le gouvernement face à la presse ce jeudi à 10h, autour du ministre porte-parole du gouvernement, eh bien il y aura le ministre de l'eau, de l'assainissement pour parler justement de la prévision des inondations et des travaux pré-hivernage aussi. Et puis le ministre de l'élevage sera également face à la presse pour annoncer les fortes baisses du prix de l'aliment de bétail à la veille de la Tabaski. Et on espère bien sûr que toutes ces mesures auront des répercussions sur le mouton. Le prix du mouton. Bon, on l'espère. Hein, on l'espère. C'est ce qu'on souhaite dans tous les cas. Il est 7h40 et nous sommes toujours en direct. On passe à la chronique high-tech avec Amadou. Le temps de retrouver bien sûr Alioune Diop pour sa chronique archive de ce matin. Et on va parler des plateformes de low-code ou no-code tout simplement. Exactement. Les plateformes de low-code, no-code. Alors, c'est tous ces outils technologiques, ces outils informatiques qui permettent de créer des applications, des sites web, automatiser des tâches sans écrire une seule ligne de code. Okay? Il en existe pas mal, vous allez le voir dans l'image d'illustration. Shopify, des sites qui permettent aussi de créer d'autres sites web. C'est le cas avec un site qui s'appelle Wix ou Strikingly. Une des plateformes low-code, no-code très très célèbres, c'est WordPress. WordPress qui est cet outil, dans le jargon on dit que c'est un CMS, qui permet de créer des sites sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, le tout nouveau site de la RTS a été développé de cette façon-là, donc sans écrire une seule ligne de code. Alors, aujourd'hui, par exemple, pour WordPress, c'est une bonne partie des sites qui ont été développés dans le monde. Actuellement, en termes de sites web, on est à 1,7 milliard de sites web. Même s'il n'y a que 17% de ces sites qui sont actifs. Parce qu'il y a des gens qui créent après, derrière, voilà, on ne fait plus rien. Depuis le temps qu'on a créé Internet, voilà. Donc 1,7 milliard et 17% qui sont actifs. Et dans ce lot-là, tous ces sites qui ont été créés, on peut dire que le ratio avec WordPress, c'est 4 sites sur 10. C'est beaucoup et cela un peu présage un peu de l'avenir qu'a cette technologie-là, les technologies low-code, no-code. Alors, vous allez voir aussi par rapport à toute cette attractivité-là, on a cette infographie qui nous montre, par exemple, les applications d'entreprise qui vont représenter un marché de 287 milliards d'ici 2024. Et dans cette somme-là, les plateformes, les outils low-code, no-code vont représenter 53 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est clair que c'est un marché, c'est un secteur qui est en pleine expansion et qui va se développer d'une façon tout à fait exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, RTS.sn par exemple, et les autres sociétés qui vont vouloir créer également leur propre plateforme en ligne ou leur propre site, c'est ça? C'est pas seulement des sites, c'est aussi des applications. Par exemple, je peux prendre un exemple très simple. On a ici un bureau de caméramans, de preneurs de son qui doivent partir en reportage. Une application a été développée pour leur faciliter cette tâche-là, par Madame Ndiaye d'ailleurs, notre Khadi qui nous fait la chronique littéraire. Et c'est ce qu'on appelle entre autres des applications d'entreprise, voilà, pour un peu faciliter le travail. Et c'est des applications qui pourraient être développées par ces genres de plateformes-là. Et utiliser ces plateformes, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages. Il y a d'abord le gain en temps. Vous n'avez pas besoin de prendre énormément de temps pour créer une application avec ces plateformes-là. Vous faites ce qu'on appelle du drag and drop. C'est des outils très très visuels. Vous prenez une fenêtre, vous la glissez. Et c'est comme ça qu'on crée un site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site qui pouvait prendre 6 mois à être créé peut être créé en 1 mois.
Du coup, ça se ressent aussi dans le prix. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il est très facile d'avoir un site web parce que c'est devenu beaucoup plus simple. Je ne peux pas dire qu'Alioune Badara va utiliser cette plateforme pour développer un site, mais j'espère, je pense que tu as les compétences d'utiliser. Si tu m'expliques tout calmement, oui, Exactement. en principe. Et c'est devenu plus simple. Je me souviens qu'à une certaine époque, il fallait 6 mois et c'était facturé très cher. Hein. Justement, il fallait voir un spécialiste pour pouvoir avoir sa propre plateforme, sa propre application ou son site en ligne. C'était pas évident. Hein. Pas du tout, pas du tout. C'était normal, tout simplement, parce que pour acquérir ces compétences-là, il fallait peut-être faire un bac plus 5. Il fallait beaucoup de temps, de nuit à passer à écrire des codes. Oui. Aujourd'hui, c'est plus facile. Par exemple, on a une cellule digitale ici à la RTS où on n'a pas de codeur du tout, pas de développeurs, mais qui sont quand même capables, grâce à ces outils-là, de créer des applications d'entreprise, de créer des sites web, d'automatiser des tâches. Et c'est très, très important. Alors, la peur par rapport à tout cela, c'est que, est-ce que les développeurs vont disparaître? Je pense que c'est une question évidente. Je ne sais pas si vous vous la posez. Et c'est ça, exactement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, ça, ce sont des outils qui sont venus enrichir le développeur. Aujourd'hui, si j'ai peut-être un marché où le coach Tandaha me demande de créer un site, ces demandes ne sont pas trop fortes, je peux utiliser cet outil-là pour lui créer son site. Mais ce serait un truc de base, en fait. Ce n'est pas un truc de base. C'est quelque chose qui peut être très, très évolué, sauf que ça tombe dans le générique. Okay? Oui, c'est ce que je veux dire. Par contre, si on veut quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus customisé, là, il faudra un peu mettre les mains dans le cambouis. Et là, le développeur, il est voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose de plus épuré, il faut vraiment aller vers les développeurs. Alors, ton sujet 2 concerne les arnaques aux faux ordres de virement. Exactement. Et ça, là, on parle d'argent, ça retient toute notre attention. Forcément. Alors, les arnaques aux faux ordres de virement, on appelle ça dans le jargon des faux-vies, faux ordres de virement. Et c'est une arnaque qui vise, par usurpation d'identité, à pousser une personne à faire des virements vers un compte frauduleux. Actuellement, c'est une tendance qui commence un peu à se démocratiser ici en Afrique. Par rapport aux particuliers, alors ça, c'est les types de faux-vies qu'on peut rencontrer. Par exemple, la fraude au président qui est très, très intéressant, où le cybermalfaiteur va peut-être appeler ou envoyer un mail à notre comptable pour lui dire que je suis dans l'urgence. Tu vois, il faut que tu fasses un virement, parce que, etc. Peut-être parce qu'il a le compte de notre directeur général qu'il a piraté ou voilà, un peu infiltré d'une façon illégale, ou peut-être parce qu'il a imité sa voix. Actuellement, vous le voyez avec tous ces outils d'intelligence artificielle qui permettent de modifier la voix et tout cela. Et cela fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. En Europe, on estime à quasiment 7 entreprises sur 10 qui ont été une fois atteintes par cette arnaque-là. Maintenant, c'est une arnaque qui est venue en Afrique et qui s'est adaptée. Parce qu'ici, le taux de bancarisation n'est pas très, très fort. Donc, du coup, on s'attaque au mobile money. Comment? C'est très simple. On appelle un Alioune Badara au téléphone pour lui demander de faire certaines opérations par Wave, Orange Money. Voilà, on lui donne quelques informations véridiques, par exemple son numéro de téléphone, son nom, voilà. Est-ce qu'on peut classer les appels que l'on reçoit pour payer les factures parfois, généralement Orange, Sonatel ou Internet, où on vous dit qu'on va vous couper, envoyer une certaine somme pour que la connexion ne soit pas coupée. C'est ça? C'est exactement cela. Certains le classeraient dans les escroqueries en ligne. Moi, je dis plus que ça tombe dans les faux-vies. Tout simplement parce que c'est ça, c'est un conseiller, un soi-disant conseiller qui va vous appeler pour vous dire que voilà, la date est dépassée, va vous donner quelques informations véridiques comme le nom de votre femme, etc. Pour vous mettre en confiance et vous pousser à faire certains transferts d'argent. Donc on peut comparer ça à des virements, voilà. Et c'est après que vous allez découvrir ce poteau rose-là. Oui. Et parfois même pour les factures d'eau et d'électricité aussi. Et ils vous donnent des infos claires, en donnant votre nom par exemple, la date d'échéance et tout ça. Donc ils vous mettent en confiance et en vous disant ne raccrochez surtout pas, envoyez l'argent tout de suite. Il y a des gens qui se sont fait prendre à ce jeu-là. Et c'est pourquoi je dis qu'effectivement c'est une arnaque qui, une fois venue en Afrique, s'est adaptée. Parce qu'en fait, la méthodologie, c'est très simple. Il faut isoler la personne. La personne ne doit surtout pas raccrocher, ne doit surtout pas être déconnectée de vous. On doit lui donner des informations véridiques pour la mettre en confiance. Et c'est pour ça que les données personnelles sont vendues à prix d'or dans le darknet. Votre nom, adresse, voilà, tout ça.
c'est des informations qui peuvent être utilisées par le cybermalfaiteur pour vous mettre en confiance et vous pousser à effectivement effectuer ces types de virements-là. J'ai lu une histoire où la personne a encore été plus ingénieuse. Il a appelé d'abord la femme, la maman, au téléphone. Donc elle répond, il enregistre sa voix. Et ensuite, il rappelle la fille à la maison en lui disant « C'est ta maman qui m'a dit de te dire d'envoyer de l'argent sur cela ». Elle dit « Ah oui ». Et il lui dit « Attends, tu vas l'écouter tout à l'heure ». Donc la voix enregistrée passe et la petite se dit « Ah oui, c'est forcément ma maman ». Et elle envoie l'argent, donc attention, attention. Exactement. Alors juste pour finir, 30 secondes, pour les faux beaucoup plus classiques qui vont concerner les entreprises, il y a cette vidéo où c'est marqué IBAN, où vous allez pouvoir vérifier peut-être le numéro d'identification, c'est la dernière vidéo, où vous allez pouvoir vérifier les informations qui ont été données par le cybermalfaiteur. Puisque le cybermalfaiteur va vous donner un code, votre numéro d'identification, un numéro d'identification d'un compte en banque pour que vous fassiez un virement sur ça. Alors, il y a certains sites qui permettent effectivement de vérifier si les informations données correspondent. Et c'est ce genre de site-là, IBAN Calculator, où vous allez prendre le numéro du compte en banque qui a été donné, que vous allez mettre dans cette plateforme-là pour vérifier effectivement si le nom va concorder. Alors malheureusement, comme vous le voyez sur ce site-là, les pays pris en charge ne sont pas super nombreux. En Afrique, il n'y a que l'Égypte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelque chose comme ça, si vous voulez vérifier, vous ne pouvez pas vérifier pour un fournisseur qui se trouve au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, ce sera principalement pour des fournisseurs qui seront en Europe. Eh bien, merci Amadou de nous rappeler que nous devons être vigilants sur les réseaux sociaux, surtout quand on doit envoyer de l'argent aussi, le mobile money et le mobile payment. Il faut faire attention, hein, Aliou? Ah, il faut faire gaffe, hein, de toute façon. Hein. Quand on ne connaît pas trop, en tout cas, les ficelles, il faut être prudent, être basique dans l'utilisation, en tout cas, des réseaux sociaux, voilà, aussi de ces systèmes de transfert de monnaie. J'imagine bien. Voilà. Allez, Alioune Diop, est-ce qu'il est déjà en place pour sa chronique archive de ce matin à la régie? Il est avec nous, Alioune Diop. Très bien. Allez, bonjour mon cher Alioune. Ah bah, bonjour à toi également. Ton sujet de ce matin, on a envie bien évidemment de le connaître. On a vu le Congo. De quoi est-ce que tu vas nous parler concrètement? Bon. Si on n'est pas bon avec Alioune Diop, eh bien on va tout simplement réinterroger notre invité de ce matin pour la dernière partie de cette émission. Je voudrais juste vous rappeler encore une fois que le gouvernement sera face à la presse ce jeudi à 10h autour du ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de l'eau et de l'assainissement, pour parler des prévisions, de la prévention plutôt des inondations et des travaux pré-hivernage. Et le ministre de l'élevage également pour annoncer la forte baisse du prix de l'aliment de bétail à la veille de la Tabaski. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. On a Alioune Diop, on l'a récupéré. Alors mon cher Alioune, ton sujet de ce matin, on est à 8 minutes de la fin du magazine. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de Patrice Lumumba. Sa dépouille mortelle est retournée à la République démocratique du Congo, représentée bien sûr par une relique, c'est-à-dire une dent gardée jusque-là, 61 ans, par le policier qui était chargé de faire disparaître son corps. On a suivi l'actualité, bien sûr, sur les sites d'information également. Alors, je te laisse, bien sûr, y aller avec tes commentaires. Et puis, en plateau, eh bien, avant la fin du magazine, on essaiera également de commander ce sujet aussi. Voilà, Patrice Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, ex-Congo belge ou ex-Zaïre. Il n'a été Premier ministre que 4 mois, de juin à septembre. Patrice Lumumba, je crois qu'il a commencé réellement à faire peur aux colons dès son retour d'Accra, où se tenait justement en 1958 la conférence des peuples africains avec la présence de Frantz Fanon, Kwame Nkrumah et d'autres pan-africains. Quand il a été démis du pouvoir avant d'être arrêté pour aboutir carrément sur son exécution, on se souvient encore et on salue encore ce geste de Gamal Abdel Nasser qui avait tout fait pour récupérer en Égypte les enfants de Patrice Lumumba. On va revenir un peu sur ces derniers jours, les derniers jours de Patrice Lumumba dans Archives dans Kenkeliba. Et j'ai pris des contacts avec les hommes politiques.
politiques et avec des fonctionnaires anglais, avec des professeurs d'Angleterre qui sont là-bas, et qui m'ont dit que maintenant, les efforts que nous faisons sont fort encourageants. Évidemment, comme tout gouvernement jeune, on connaît les difficultés du débit. Parce qu'après l'accession du pays à l'indépendance, il faut consolider l'indépendance. Il faut maintenant consolider l'économie nationale. Et je vous assure qu'il y a du progrès immense. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nerfs. Voilà, il est mort dignement. Vous imaginez attaché, arrêté, attaché, et vous regardez droit dans les yeux ceux qui vont être votre futur bourreau. Je crois qu'il est mort dignement, lui, Patrice Lumumba. Tout le monde a vu son calme. Et les autres compagnons, justement, les autres frères d'armes, justement, qui ont gardé leur dignité malgré la souffrance, malgré les tortures. Donc, Patrice Lumumba, l'Afrique ne peut pas l'oublier. Le Congo va faire son deuil, un deuil national, mais aussi la famille va faire son deuil, un deuil familial. Lui qui a été fait héros national, rappelons-le, par Mobutu. Et pourtant, Mobutu a joué un rôle déterminant dans sa chute et même son exécution. Mais Mobutu a fait de lui héros national, raison pour laquelle sa famille, en 1966, est revenue au Congo. Donc, pendant près de 10 jours, le Congo va commémorer Patrice Lumumba. L'Afrique aussi va le faire, puisque tous les médias du monde sont braqués au Congo, en ce moment, la République démocratique du Congo, je veux dire. Absolument. Et tu l'as rappelé, hein, une dent, une simple dent, seule reste de la dépouille de Patrice Lumumba. Il y a eu beaucoup de films qui ont été également réalisés hein, sur sa vie, sa trajectoire. Mais quelle perte finalement pour le continent quand on connaît ses idées, ce qu'il avait véritablement envie de faire pour son pays, Patrice Lumumba, dans la lignée des Thomas Sankara également, qui ont été très vite arrachés. Jusqu'à présent, je pense que l'Afrique n'a pas séché ses larmes parce que c'est une immense perte. Voilà, quelqu'un qui aurait pu donner beaucoup au Congo d'alors, à l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'il est parti voilà, précocement, arraché précocement à notre affection, dans des circonstances tragiques, avec la complicité, il faut le dire aussi, hein, des États-Unis, de la Belgique, même de la France, en tout cas du bloc capitaliste, qui a détourné les yeux pour qu'il soit liquidé. Parce qu'il dérangeait. Parce qu'il dérangeait, bien sûr, parce qu'il avait un discours quand même un peu révolutionnaire à l'époque. Et vu la position du Congo, dans le jeu géopolitique, on était en pleine guerre froide, donc il fallait forcément contrôler le Congo, parce que le Congo, c'est au cœur de l'Afrique, et qui contrôle le Congo, contrôle pratiquement le poumon de l'Afrique. Et je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur, malheureusement. À l'époque aussi, il y avait certaines bonnes volontés sur le continent qui voulaient lui venir en aide, mais ils étaient loin de ses bases. Je peux donner l'exemple du Ghana, de Kwame Nkrumah, qui avait même envoyé un détachement pour assurer sa sécurité, mais comme c'était peine perdue, face véritablement au bloc occidental, quoi. Surtout que sur place, ils avaient un homme lige, voilà, prêt à tout faire, c'est-à-dire le maréchal Mobutu, qui va simplement l'envoyer à la mort, quoi. C'était d'une façon très cynique, parce qu'on savait tous l'adversité, l'animosité qu'il y avait entre Moïse Tshombe, du Katanga et Lumumba. Alors vous envoyez le Premier ministre chez son pire ennemi, forcément, donc c'était une condamnation à mort qui ne disait pas son nom, c'était juste l'affaire du Ponce Pilate, quoi, donc c'était pour s'en laver les mains, mais c'est clair que donc le jeu était fait, et l'autre, Lumumba, est allé vers une mort certaine. Maintenant, voilà, c'est bien de voir la Belgique restituer au moins cette relique-là à sa famille, hein? Juste une dent, il n'y a que ça qui reste, mais ils n'ont pas pu tuer ses idées. Ils l'ont liquidé physiquement, mais ses idées sont toujours là. Ça. Nous qui ne l'avons pas côtoyé, nous qui ne l'avons pas vu, jusqu'à présent, on est fiers de parler de lui, de Lumumba. Il fait partie véritablement des figures fortes qui marqueront à jamais
donc les esprits sur le continent, donc dans la même lignée que Thomas Sankara, Kadhafi et tant d'autres. Malheureusement, pour l'Afrique, le drame est cruel. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut cristalliser certaines aspirations, il est liquidé malheureusement, et c'est toujours un éternel recommencement. Je pense qu'on doit beaucoup s'inspirer de son histoire, de son parcours, et jusqu'à présent, l'après est encore là. Le Congo a du mal à recoller les morceaux parce que le départ a été raté avec son assassinat. Oui, et puis qui parle de Congo parle également d'énormes richesses quand on connaît le sous-sol très riche justement du Congo. On suivra évidemment cette actualité toujours. Merci beaucoup mon cher Alioune Diop. On était dans les archives et dans l'actualité en même temps, le passé qui rattrape finalement le présent aujourd'hui. On te souhaite une excellente journée. On te retrouve sur les ondes de Radio Sénégal International pour plus près de vous. À la semaine prochaine. Voilà, c'était ça. Il fallait parler de Patrice Lumumba dans Archive. Je vais retrouver Kodou Biaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous. Guelen Djegé, le dernier numéro de la semaine. Ciao, ciao. Et nos amitiés à Kodou, bien sûr. 1 minute avant la fin de ce magazine, eh bien, on va tout simplement laisser notre invité de ce matin, Khady Ndao Sylla, rappeler l'événement aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des veuves et des orphelins. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure au Grand Théâtre, c'est ça? À 9h au Grand Théâtre, Sarah. Le plaidoyer, c'est plus d'assistance aux femmes? Oui, plus d'assistance, plus de soutien, plus d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Et avant de refermer le magazine, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Junior. Il s'appelle. C'est le fils de notre collègue Chor. Eh bien, on te souhaite une très, très belle journée et plein de belles choses en cette journée. Ah, Lune, une seconde, juste pour rendre hommage à l'un des lauréats, Yatma Diop, qui sera aussi honoré par votre association, demain au Grand Théâtre. Aujourd'hui plutôt au Grand Théâtre. Voilà, Yatma Diop, voilà. Je pensais que tu allais rajouter un commentaire sur Chor. Il échappe bien. Non, Chor, c'est... Il a échappé belle cette fois-ci, alors. C'est l'anniversaire de son fils. On te fait un gros bisou au passage. C'est fini pour ce matin. Merci, coach. Merci, Amadou. On se retrouve demain, vendredi, à 6h30, pour le dernier. Which makes me know where we the line was left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte.